L'esplanade des fêtes de la Cité des Deux Monts dans la région du littoral a été au centre de toutes les attentions en fin de semaine dernière. Présidée par le préfet du département du Mungo, Yves Bertrand Noël Njana, et sous la coordination de Nana Edimo Ferdinand, près de 200 enfants issus de différentes couches sociales ont reçu des mains des différents invités venus pour la circonstance des manuels scolaires. La cérémonie, qui a été riche en sons et en couleurs, a connu quelques temps forts tels que l'exécution de l'hymne national, les allocutions du super-maire, du représentant des bénéficiaires, du coordinateur de l'événement, d'un des chefs traditionnels du Nozo et enfin du préfet du département du Mungo, Yves Bertrand Noël Njana. Il faut souligner que durant cette cérémonie, le numéro 1 du département du Mungo en a profité pour prodiguer des conseils sur comment former le bon citoyen de demain. 25 000 francs CFA, c'est le montant maximal qui sera désormais payé par élève pour ce qui est des frais de l'APE. Une décision qui a été prise par le ministre des Enseignements secondaires, le professeur Pauline Nalovayonga, en visite de travail le 17 septembre dernier dans la capitale économique du Cameroun. Lors de sa rencontre avec les proviseurs en poste dans la dite ville, le ministre des Enseignements secondaires a exigé que tous les proviseurs du Cameroun ne fassent pas payer plus de 25 000 francs CFA par élève et que ces derniers remboursent les excédents des sommes déjà collectées. Il a également été décidé au cours de cette réunion que ces frais ne soient plus payés par les élèves du sous-système anglophone. Et concernant la question des élèves victimes de la crise sécessionniste, les chefs d'établissement du littoral ont été invités à faire preuve d'humanisme et de patriotisme en admettant ces élèves touchés par les affres de la violence sans condition ni exigence financière. Placée sous la présidence du ministre des Transports Jean-Hannes Massénangal et Bibéer, l'équipe des experts des administrations publiques impliquées dans la réalisation des infrastructures ferroviaires et portuaires au Cameroun permettant le transport des minerais extraits du sous-sol congolais s'est réunie le vendredi 17 septembre 2021. L'objectif de cette réunion était d'évaluer le chemin parcouru par le consortium mené par Bestway Finance Limited dans le cadre des études de faisabilité. Au cours de cette rencontre, les experts ont passé en revue les aspects relatifs à la faisabilité efficiente de ce projet intégrateur. Il faut noter que grâce au transport de 100 millions de tonnes de fer par an, ce projet permettra de booster l'économie du Congo et du Cameroun au point où ils deviendront communément la 5e plus grande puissance productrice de fer de la planète. À titre de rappel, aucun fonds public ne sera requis pour la construction de cette voie ferrée de 540 km reliant Balam au port de Crébi et d'un port minéralier multimodal exclusivement adossé sur des efforts d'investissement corporatif. En termes de revenus et d'emplois, le pays de Paul Biya en sortira gagnant. On parle de plus de 20 000 emplois directs et indirects. Le 17 septembre dernier, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire Paul Tasson a procédé à la 3e session de la revue conjointe du secteur rural en vue de l'opérationnalisation du comité national de suivi et évaluation de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 2020-2030. Constitué des partenaires techniques et financiers, des secrétaires généraux de ministères, des représentants des collectivités territoriales décentralisées, des organisations professionnelles agro-pastorales, de la société civile et du secteur privé, ce comité a approuvé la validation du rapport 2020 de suivi de la mise en œuvre de la stratégie sectorielle au secteur rural, de même que le rapport de suivi des recommandations de la revue des dépenses dans le dit secteur. Durant ces travaux, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a non seulement salué les avancées enregistrées dans le secteur, mais aussi l'accompagnement apporté par l'Union européenne dans le cadre du contrat des réformes sectorielles, au rang desquelles la rationalisation du portefeuille des projets et programmes au niveau des ministères de l'agriculture et du développement rural et de l'élevage, des pêches et de l'industrie animale, la mise en place d'une plateforme interministérielle sur le désenclavement des bassins de production, l'opérationnalisation de la politique nationale d'octroi des intrants agricoles dont la phase pilote est en cours et le transfert des compétences aux collectivités territoriales décentralisées. Décédé le 17 septembre dernier à l'âge de 84 ans, Abdelaziz Bouteflika a été mis sous terre le 19 septembre 2021 au cimetière des héros de l'indépendance à Alger. Une cérémonie funèbre qui s'est faite de manière discrète en présence du président algérien Tebboune, le chef d'état-major et des diplomates étrangers. Bien que les obsèques de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika n'ont pas eu le prestige de celle de ses prédécesseurs, son action à la tête de son pays a été saluée par une partie de ses compatriotes à travers des salves d'applaudissements lors de cette cérémonie funèbre. Considéré par certains Algériens comme étant leur deuxième père à cause de l'amnistie qu'il avait accordée aux militants islamistes, il faut souligner que sa vie aura connu 2 tournants majeurs. Un accident vasculaire cérébral qui l'a obligé à diriger son pays en fauteuil roulant, mais aussi une démission au forceps provoquée par sa volonté de briguer un 5e mandat en 2019.
Le 18 septembre dernier, les Tunisiens pro-islamistes ont pris d'assaut les rues de Tunis. Ces derniers s'opposent contre le coup de force du président Kais Saied qui a pris le pouvoir le 25 juillet dernier. Ils exigent un retour à la légitimité du pouvoir. Dans le but d'éviter tout débordement, le ministère de l'Intérieur avait fait encercler la ville d'Habib Bourguiba où était prévu le rassemblement. Il faut noter qu'à peine au pouvoir, le président Kais Saied avait limogé le premier ministre Hichem Michichi. Il avait également suspendu le Parlement et s'était attribué le pouvoir judiciaire pour un mois renouvelable avant de les prolonger le 24 août 2021 jusqu'à nouvel ordre. Il faut relever que Kais Saied avait aussi évoqué la possibilité d'amender la constitution adoptée en 2014 et qui instaura un système hybride. Le président Kaied dit s'appuyer sur l'article 80 de la Constitution qui prévoit des mesures exceptionnelles en cas de péril imminent à la sécurité. Si les ONG craignent une dérive autoritaire, les manifestants ont promis de protéger leur liberté et leurs droits. Comme en 2017 et en 2019, les Kenyans ont plié face à la bande de Christelle Nana, Laetitia Noma et Stéphanie Fotso. Les Lions d'Indomptable ont battu les Malia Strikers 3-7 à 1 le 19 septembre dernier à Kigali au Rwanda. Le Maroc a pris la 3e place face au Nigeria 3-7 à 0, tandis que la Tunisie a fini 5e devant la RDC. Les Marocaines se sont inclinées en demi-finale face aux Kenyans et les Nigérians ont subi le même sort face aux Camerounaises. Il faut noter que les sélections camerounaises et kenyanes se retrouveront côte à côte pour représenter l'Afrique lors du prochain championnat de volleyball féminin qui se tiendra du 26 août au 11 septembre 2022 aux Pays-Bas et en Pologne. Convient de rappeler que la CAN de volley féminine à la Kigali Arena a failli être annulée après 2 jours d'interruption. Le 16 septembre, la Fédération internationale a suspendu provisoirement la Fédération rwandaise car sa sélection dames a aligné 4 joueuses brésiliennes inéligibles durant la compétition. La Fédération internationale et la Confédération africaine ont alors demandé aux autorités locales de poursuivre cette édition sans l'équipe du Rwanda disqualifiée de facto.